Camille Granet, vous êtes doctorante en biologie au laboratoire Capture de l'Université de Limoges. Et vous et votre équipe avez fait une découverte mondiale qui pourrait bien révolutionner le traitement du cancer du poumon. Vous avez été les premiers à observer qu'une protéine présente dans le corps humain, la sortilline, pouvait se couper, et surtout que le fragment ainsi produit avait des propriétés antitumorales. Quel enfant étiez-vous? Oula, j'étais une enfant très turbulente. J'avais absolument jamais les fesses sur une chaise, ce qui fait que j'ai à mon avis, beaucoup fatigué mes parents. Et très curieuse de tout, notamment de tout ce qui m'entourait. Et je pense que ça a conditionné ce que je suis maintenant. Vous m'avez dit avoir eu un parcours un petit peu atypique, un bac S, mais en fait, grâce aux matières comme le latin et la philo, donc deux passions, écrire et découvrir. Et finalement, donc, vous l'avez dit, vous êtes plutôt tourné vers tout ce qui était découverte. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce domaine, plutôt que la littérature? Justement, la curiosité. Quel enfant s'est pas un jour demandé pourquoi l'herbe est verte, le ciel est bleu, pourquoi les nuages restent dans le ciel et ne tombent pas, pourquoi notre peau ne pèle quand on a un coup de soleil. Du coup, je pense que c'est toutes ces questions d'enfants qui m'ont ensuite poussée à essayer d'avoir les réponses. Et j'étais du coup très curieuse de tout ça. Et la biologie offrait une porte aux réponses assez incroyable. Donc on l'a dit, vous avez fait une découverte mondiale. Comment on se sent quand on fait une telle découverte? Plutôt excitée, dans le sens où quand on est chercheur, tout ce qu'on veut faire, c'est essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice des compréhensions. Donc moi, c'était pas vraiment une petite pierre, ni peut-être un petit gravillon, un tout petit caillou. Mais ce petit caillou fait qu'on a pu comprendre certains mécanismes et on a pu réellement améliorer toutes nos connaissances sur un thème en tout particulier. Et c'est exactement pour ça qu'on se lève le matin quand on est chercheur. Et vous en êtes où de ces recherches donc, sur la sortilline, on essaye de le développer. On essaye de l'améliorer pour que les effets qu'on a déjà observés sur nos cellules, on puisse les observer sur des modèles autres, comme des modèles en 3 dimensions, qui est l'étape prépondérante avant de faire des tests sur des animaux, par exemple. Et on essaye de l'optimiser le plus possible pour le rendre comme un outil thérapeutique performant et efficace. Quel petit secret vous pourriez nous révéler par rapport à vos recherches? Contrairement à ce que tout le monde pense, le hasard a une énorme partie dans nos recherches. On découvre par hasard et après, à grand renfort de travail, de patience, de persévérance, on arrive à en faire quelque chose. Mais tout part d'un petit hasard ou d'une petite surprise. Alors c'était quoi la petite surprise justement dans votre cas? C'était au cours d'expérimentations qui seraient beaucoup trop longues pour vous décrire et très ennuyantes, je pense que je vous perdrai, où on a découvert quelque chose sur la sortilline qui nous est réellement apparu sous les yeux et qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et en fait, c'est en posant ce regard sur ce petit élément qu'on ça a fait tilt et on a pu le développer ensuite. À quoi ressemble votre journée type? Ma journée type, alors ça dépend de l'hiver ou de l'été. Généralement en hiver, j'arrive au labo, assez de bonne heure, ça dépend des jours. Je bois du thé, parce que je suis pas très café. Je pense que le café, ça excite. Et j'ai passé pas mal de temps en Angleterre, du coup, je suis plus une fille à thé. Ensuite, je commence des expérimentations. Et il y a souvent des gros temps d'attente dans les expérimentations, donc on profite de ce temps pour rédiger, pour se tenir au courant de toutes les infos qui ont pu sortir récemment dans le domaine sur lequel nous travaillons. On fait aussi des réunions, on mange au labo, comme ça on évite de perdre du temps. Parce que même s'il y a des longs temps d'incubation, parfois ces temps sont très restreints, donc on a peu de temps finalement. Et on essaye de le mettre à profit le plus possible pour que ça fasse une journée assez condensée, mais une journée utile. Et au bout de la journée, vous vous sentez comment? Fatiguée, Oui. comme tout le monde, je suppose. Fatiguée, après ça dépend des journées. Parfois rien ne marche pendant des jours, des semaines, des mois. Donc on se sent un peu déprimé, un peu inutile. Et d'un coup ça se décante et on arrive à en faire quelque chose et on se sent mieux. C'est pas tant notre état d'esprit le soir, c'est plus notre état d'esprit le matin. Est-ce que ça vaut le coup de se lever pour faire ce qu'on a à faire? Et ça vaut le coup? Je pense que oui. Pourquoi?
Parce que je travaille sur le cancer, qui est l'un des fléaux mondiaux les plus virulents qui soient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on arrive à ne serait-ce qu'un tout petit peu augmenter les connaissances dans un domaine particulier, dans ce type de pathologie, on peut ouvrir 1001 portes, et peut-être qu'une de ces portes va mener à augmenter la survie des patients ou au moins leur mode de vie. Est-ce que vous avez des héroïnes, des modèles auxquels vous aimeriez ressembler? Je suis plutôt féministe, donc j'ai pas mal d'héroïnes, plus que de héros. Malheureusement, on s'associe plus à des héros masculins que féminins parce qu'on pense souvent à des figures masculines dans le sens où on n'a pas forcément laissé la place aux femmes surtout dans mon domaine, d'avoir une place prépondérante. Je pourrais citer Marie Curie par exemple, mais ça serait très pompeux de citer l'une des plus grandes scientifiques féminines. Donc je pourrais m'identifier à Simone Veil par exemple, qui a fait énormément de choses d'un point de vue politique et social. Je m'associe assez peu à des chercheurs, chercheuses, parce que parfois c'est souvent l'homme de l'ombre qui compte, ou la femme de l'ombre, et pas forcément celui qui est sur le devant de la scène. Et notamment en sciences, c'est souvent les hommes de l'ombre qui ont fait quelque chose. Ce qui fait que j'ai pas envie d'être un héros, je préférais être une femme de l'ombre. Quelle qualité faut-il avoir pour être chercheuse, d'après vous? Énormément de curiosité, vraiment une grosse dose de curiosité, beaucoup de patience, énormément de persévérance et un énorme esprit d'équipe, parce que rien ne se fait seul. On est avant tout une équipe et chaque élément de l'équipe, c'est comme du sport. Chaque élément de l'équipe apporte quelque chose à l'équipe et s'il manque cet élément, l'équipe ne peut pas tourner aussi bien et on ne peut pas avancer. Comment se fait ce travail d'équipe en recherche? La clé, c'est la communication. C'est pour ça qu'on a beaucoup de réunions où on se croise dans les couloirs, on parle. La science nous quitte jamais vraiment, donc même quand on dîne entre amis avec des collègues, on parle parfois de science, parfois d'autres choses, mais parfois de science, et c'est vraiment en confortant toutes nos idées, en les opposant, en assistant à des congrès internationaux, en discutant avec toute la communauté scientifique, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, on peut arriver à s'ouvrir l'esprit sur quelque chose et avancer comme ça. Vous avez un fantasme scientifique? Je suppose un fantasme un peu mégalo, comme je l'ai dit, où j'aimerais bien que mon travail soit utile. Donc je vise pas le prix Nobel, ça serait tout complètement ubuesque. Et je veux simplement me dire qu'à la fin de ma carrière, ce que j'ai accompli a servi à quelque chose. Vous voyez où dans 10 ans? Compliqué à dire. Ça dépendra des choix de carrière que j'effectuerai. Je me ferme pas de porte, dans le sens où je préfère en avoir des multiples et en emprunter une qui m'en ouvre d'autres, plutôt que de m'orienter dans une voie toute tracée. Dans le sens où, par exemple, je n'ai pas d'attrait particulier pour l'académique, pour l'enseignement par exemple, mais je ne me ferme pas cette porte. Donc je me vois dans une équipe qui roule bien et à ma place. Ça peut paraître un peu figuré de dire ça, mais dans un projet auquel je crois. Et à partir du moment où on croit dans son projet, je pense qu'on y est épanoui. Il y a un brevet qui a été déposé à votre nom? Oui, c'est ça. Vous avez l'intention de créer une start-up? Exact. Et vous en êtes où de ce projet? J'en suis à... D'abord, il faut que je soutienne ma thèse. Donc c'est quand même mon but premier en ce moment. Une fois que la thèse sera soutenue, j'ai réussi à décrocher un investissement grâce à Aliénor Transfert, qui est une agence locale qui m'accompagne dans mon projet et qui me soutient dans ma démarche. D'abord avec un gros soutien financier, donc ils m'ont donné une enveloppe assez conséquente pour que je puisse finir ma preuve de concept du projet que j'ai, pour ensuite, si cette preuve de concept fonctionne, effectivement construire cette boîte. L'idée, c'est de commercialiser un traitement?
L'idée, effectivement, de commercialiser un traitement, ou du moins les premiers jalons d'un traitement, afin d'être ensuite repéré, si je puis dire, par des entités beaucoup plus grosses, comme des grosses boîtes pharmacologiques, qui pourront investir énormément d'argent ensuite dans le développement du peptide que je développe. Quand vous ne faites pas de la recherche, quels sont vos hobbies? Je fais beaucoup de sport. Quel style de sport? J'ai énormément fait de natation. J'aimais bien ce contact avec l'eau, le silence, quand on nage et qu'on entend simplement les mouvements qui frappent l'eau. Après, j'ai commencé la course avec une de mes collègues depuis le début de ma thèse. Nettement moins depuis qu'il fait un peu plus froid, je dois l'avouer. Et sinon, je lis énormément. Je suis fan de littérature, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour moi, c'est une place prépondérante dans ma vie. Ça permet de s'ouvrir à quelque chose de différent, ouvrir sa pensée à quelque chose qui est abstrait par rapport à la science, à l'absurde, à tout ça. C'est pour ça que j'aime énormément, par exemple, le surréalisme, ce mouvement du XXe siècle, dirigé par Breton. Parce qu'il est plus dans une pensée dite automatique que quelque chose de réfléchi. Or, dans mon métier, je dois absolument réfléchir. Et c'est pas mal de se laisser simplement guider par une forme d'écriture. Vous écrivez vous-même? J'ai écrit, mais j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est bon. J'écris, c'est plutôt thérapeutique, dans le sens où parfois j'écris des histoires, parfois j'écris simplement ma vie. Je garde rarement mes écrits. D'accord. Dans un monde idéal, que rêveriez-vous de faire? Dans un monde idéal, je rêverais d'avoir plusieurs vies, un peu comme les chats. Comme ça, une vie, je pourrais être chercheur, la suivante, avocate, la suivante, journalisme. Mais je crois que si j'avais choisi une autre vie, ça aurait été le journalisme que j'aurais emprunté. Pourquoi le journalisme? Parce qu'on peut avoir le loisir d'emprunter des projets différents, dans des domaines différents. On peut voyager énormément, ce qui est assez proche de la science finalement. Voyager, trouver des informations, les opposer, arriver à une conclusion. Je trouve que le journalisme est un très bon reflet de ce qui se passe dans le monde. Ou en tout cas, c'est l'intermédiaire entre le monde et nous. Terminez cette phrase: pour vivre heureux, vivons. Pour vivre heureux, vivons ensemble, je dirais. Merci Camille.